Hey, salut à tous, bienvenue sur Dom l'Abeille pour un nouvel épisode avec votre hôte Dumby. Et aujourd'hui, on va faire le premier épisode de ma nouvelle série Un moment avec Dumby, où je fais juste parler d'un sujet ou d'un autre et je me laisse aller. Donc ça peut être des découvertes, ça peut être moi qui parle de ma vie, ça peut être moi qui parle de ma vision de la réalité. C'est quelque chose de plus informel qui n'a pas toujours des références comme la plupart de mes autres vidéos. Et habituellement, je vais faire ça avec une bière, mais aujourd'hui je vais faire ça avec du café parce que j'ai pas encore fini mon 6 mois de sevrage qui va être fini dans quelques semaines pour ma fête. Yes! Aujourd'hui, j'ai pensé qu'on pourrait avoir un petit dialogue sur l'industrie du jeu vidéo, ma place là-dedans, qu'est-ce que j'en pense. Notamment parce que ces temps-ci, c'est un sujet chaud dont j'ai parlé un peu sur la page Les découvertes de Dumby, mais aussi parce que je sais pas si vous le savez, mais j'ai travaillé dans le domaine du jeu pendant 8 ans. J'ai fait des études pendant 2 ans pour être designer. Je suis monté jusqu'à lead designer chez Sarbacane. Et j'ai tout laissé tomber ça dernièrement pour faire des études en développement durable. Donc je vais expliquer un peu le process, mon thinking derrière ça et pourquoi tout ça s'est passé. Puis on va voir où ça nous apporte. Et tout ça, le temps d'un petit café. C'est étrange ma relation avec le jeu vidéo parce que d'un côté, j'adore les jeux vidéo, j'aime vraiment ça, jouer à des jeux. Mais de l'autre, je déteste l'industrie. C'est une industrie de caca. Je pense que le jeu vidéo est un médium artistique super important pour plusieurs raisons. De 1, c'est un outil éducationnel qui résonne mieux avec certaines personnes. De 2, c'est une manière de raconter une histoire que les autres médiums n'ont pas, qui offre une grande possibilité au niveau des émotions. De 3, c'est une manière de connecter plusieurs personnes gamers et développeurs. De 4, c'est une manière de s'échapper de la réalité qui aide plusieurs personnes, dont moi et beaucoup de jeunes. Là où j'ai un problème, c'est dans la dichotomie de qu'est-ce que le domaine du jeu montre et de qu'est-ce que c'est dans la réalité. Une des façades du domaine du jeu, c'est la façade artistique, la façade créative, la façade « Oh, on aime beaucoup les gens colorés, les gens qui sont différents », la façade qui présente la diversité comme quelque chose d'omniprésent dans le domaine du jeu et les différences comme quelque chose qui solidifie une équipe. Toutefois, dans la réalité, le domaine du jeu est très capacitiste parce qu'il met beaucoup de pression sur ses employés à faire de l'overtime, à toujours performer, à être parfait. Le domaine du jeu a aussi peur du risque, peur de l'originalité. Il met le cash au-dessus de l'or, ce qui rentre en conflit avec qu'est-ce qu'il présente. Puis finalement, le domaine du jeu est un domaine qui englobe une fanbase super toxique et qui a beaucoup d'abuseurs au sein de sa communauté. Mais j'ai pas toujours pensé comme ça. Donc, d'où ça vient? Pourquoi j'ai commencé à travailler dans le domaine du jeu? Qu'est-ce qui m'intéressait? J'ai toujours aimé les jeux vidéo. Depuis que j'ai peut-être 5 ou 6 ans que j'ai commencé avec Mario et Plock et Tetris en jouant avec ma mère. Les jeux vidéo étaient pour moi une manière de connecter avec ma mère, éventuellement avec mes amis en communiquant des jeux auxquels on jouait, mais aussi une manière de m'échapper de la réalité, une manière de développer mes sens, développer ma pensée, puis une manière de voir des choses que je pourrais pas voir sinon. Jeune, j'avais pas beaucoup d'amis. Les jeux vidéo, c'était mes amis. Les héros de jeux vidéo, c'était mes amis. Si bien que j'avais dit à la fin de mon secondaire, comme citation en dessous de ma photo, que je voulais être dans un jeu vidéo, qu'eux autres ont mépris pour « je veux travailler sur un jeu vidéo », ce qui n'était pas fou. Quand j'étais plus jeune, au cours de mon secondaire pour mon cégep, j'ai toujours pensé que le développement de jeux vidéo était quelque chose qui était pour une élite technique, des programmeurs avec des connaissances super poussées qui peuvent parler le langage mythique des ordinateurs et des chiffres comme dans la série Reboot. Mais en fait, alors que je cherchais à me diriger, j'ai eu la chance de pouvoir participer à une étude au sein de Option Travail. De un, j'ai appris beaucoup sur mes skills personnels à moi, mais j'ai aussi appris que le domaine du jeu était quelque chose qui se donnait
En fait, j'ai pu ensuite m'inscrire au Cégep Limoilou pour faire un AEC en conception de jeux vidéo. Et c'est grâce à ça que j'ai de 1 eu une carrière, de 2 rencontré des professionnels du jeu vidéo et de 3 aiguisé mes compétences à développer des jeux. Au cours de mes études, on m'a donné l'opportunité de pouvoir faire des reviews de jeux. Une personne qui s'appelle François Tadé, qui est assez reconnu dans la ville de Québec, voire peut-être la province, à l'époque m'a proposé de participer sur son site qui s'appelait joueravecunz.com, où on faisait des reviews de jeux. J'ai fait une review de Dynasty Warriors, puis j'en ai fait une couple. Éventuellement, le site a fermé, sauf que j'ai été repêché par l'épée légendaire, où j'ai continué à faire des reviews pendant 3-4 ans. Et vers la fin, quand ça commençait à s'épuiser, j'ai tenté le coup aussi sur l'Entre du Geek, ce qui n'a duré qu'un moment très court, puisqu'idéologiquement, on n'avait pas les mêmes idées. Il va peut-être me falloir une deuxième tasse de café, c'est un gros sujet. Lors de l'AEC au Cégep Limoilou, un truc que j'ai remarqué, c'est que les profs, qui sont des professionnels du domaine du jeu pour la plupart, tentaient de nous pousser à compétitionner les uns les autres. Ce qui a fonctionné pour certaines personnes et pas pour d'autres, car notre corps a préféré garder une sorte de sentiment de collaboration, sentiment communautaire si on veut, et on a essayé vraiment de s'entraider le plus qu'on pouvait, jusqu'à un certain point. Éventuellement, les stages sont arrivés. T'avais comme 3 degrés de hotness. En haut, t'avais à être pris directement en entreprise. Stage chez Binox, stage chez Frima, c'était le plus hot. En dessous, t'avais l'École nationale du divertissement interactif, ENDI, l'ENDI comme on l'appelle. C'est là que j'ai été choisi. C'était un peu comme si on était en entreprise, avec des gens qui ont déjà travaillé dans le domaine du jeu, qui nous donnaient des indices, qui nous donnaient des renseignements sur comment faire. Et aussi, il y avait des professionnels du jeu vidéo, notamment des directeurs qui venaient analyser notre travail. Et on avait aussi droit à des mentors, dont moi, mon mentor provenait de chez Frima. Et t'avais le 3e degré qui était plus pour ceux qui étaient mis de côté, les moins bons, juste les personnes qui étaient un peu à la marge, ben ces personnes-là travaillaient à l'école directement. Le ND, c'était vraiment bien. On a appris des affaires cool comme l'ND Tank Battle, puis on a appris comment faire des documents, comment faire du playtest, aller voir des gens. On a eu beaucoup de commentaires par rapport à notre travail provenant de nos mentors, et aussi ça nous a appris à comprendre c'est quoi une production du début à la fin. On va en faire un autre là, puis on va finir ça, cette histoire-là. Moi, j'ai été super chanceux. Mon mentor m'a permis de rentrer chez Frima malgré une horrible entrevue qui était la pire entrevue que j'ai passée de ma vie. En même temps, pourquoi les gens dans l'entrevue switchent du français en anglais? Pourquoi ils essayent de poser des cols? Ça va pas du tout montrer à quel point j'ai une bonne capacité de développer des jeux vidéo. C'était la pire entrevue et aussi c'était super cave de la faire de même. Donc, ma première expérience chez Frima, j'ai travaillé pendant quasiment 1 an. J'ai rencontré des gens vraiment cool. J'ai travaillé sur des projets vraiment cool, dont mon projet préféré de tout ce que j'ai travaillé ever, qui était Yu-Gi-Oh! Bam, où j'avais 100% de la direction créative. Je pouvais décider de toutes les cartes qu'on allait intégrer, de leurs spells, je pouvais en inventer des nouvelles, je pouvais inventer des nouvelles capacités. C'est moi qui décidais du nombre de cartes, c'est moi qui décidais des chapitres de l'histoire. C'était vraiment le fun. Sinon, j'ai travaillé sur Skylanders Universe, un jeu dont personne n'a joué, et j'ai participé un peu à certaines propriétés intellectuelles dont Non-Attack, un jeu dont j'ai oublié le nom avec des sumos puis du roche-papier-ciseaux, où j'ai participé au balancing et j'ai participé souvent à beaucoup de discussions. Le mauvais côté de Frima, en fait je l'ai appris un peu plus tard, c'est qu'il y avait beaucoup de games un peu politiques, notamment auprès des travailleurs étrangers, puisque eux autres ils ont leur vision de travail. Frima les tient un peu comme otages, donc peut un peu les forcer, donc ils sont obligés de faire de l'overtime, ils sont obligés de faire des choses de même, puis c'est pas moi qui invente, c'est quelqu'un, un travailleur étranger qui me le dit à moi. Mais à part ça, chez Frima, ils nous payaient les cours d'anglais, ils nous donnaient de la nourriture, ils forçaient vraiment plus sur la collaboration que sur travailler tout seul, ce qui était vraiment cool. Puis on n'avait pas d'overtime particulièrement à faire, ça arrivait des fois, mais c'était super rare. C'est juste que bien souvent on se sentait peut-être un peu inutile dans le gros spectre des jeux au niveau décisionnel, mais à part de ça, c'était quand même un endroit relativement bien où travailler. En ce qui concerne Binox, ben dans les bons côtés, j'ai travaillé sur des propriétés intellectuelles vraiment cool comme Spider-Man, Call of Duty, Skylanders. C'était des grosses propriétés intellectuelles, dont certaines auxquelles je jouais quand j'étais plus jeune et même à ce moment-là. Pour être franc, je suis tanné en tabarnak de Call of Duty, je jouerai plus jamais à ça. Plusieurs personnes au niveau du développement savaient pas mal qu'est-ce qu'ils faisaient, ils pouvaient draguer quasiment
une équipe au complet avec eux autres, simplement par leur motivation ou leurs compétences. Puis aussi, il offrait effectivement, tu sais, plein de malbouffe, des bangs, des affaires de même, des sorties 1 ou 2 fois dans l'année, tout alcool payé à un endroit ou bien il y avait un genre de gros party dans une salle. C'était plutôt cool. Puis il nous donnait aussi du swag, des vêtements, veux-tu en v'là, ils t'habillent. Puis les personnes haut gradées avaient le droit à des super gros bonus. Dans le Dark Side, par contre, fallait que tu joues une game politique vraiment finement. Il y avait beaucoup de lèche-bottes et on pouvait voir les clics, les gens qui s'entendaient bien avec les hautes strates directionnelles. Les testeurs avaient pas, à cette époque-là, avaient pas le droit au bonus. L'overtime était pas payé, puis ben du monde se ramassait à même pas arriver à pouvoir reprendre leurs heures d'overtime parce que c'était tout le temps projet par-dessus projet par-dessus projet. Évidemment, il y a eu des allégations d'abus et de viols. À ce sujet, il faut se souvenir qu'il n'y a qu'une infime partie des viols, agressions et abus sexuels qui sont reportés et de cette fraction, seules quelques situations sont médiatisées et se rendent aux tribunaux. Très souvent, les victimes se sentent mal à l'aise pour diverses raisons de partager leurs expériences et baissent les bras devant le système de justice qui les représente souvent très mal. Gardez en tête que des victimes, des personnes qui subissent des situations super problématiques, il y en a vraiment beaucoup plus que qu'est-ce qu'on peut voir dans les médias. Il y a évidemment la situation qui se retrouve dans pas mal tous les studios AAA où t'as une sorte de culture de l'overtime, une culture de la productivité et de la perfection qui met beaucoup de pression sur les gens. C'est super capacitiste parce que c'est de la pression inutile qu'on met ces gens. C'est comme dépêche, faut que tu produises ça. Comment, calme-toi. Les boss arrêtaient pas de changer d'idée, c'était jamais comme qu'ils voulaient, mais ils étaient pas capables de nous dire qu'est-ce qu'ils voulaient. Il y avait aussi une sorte de culture de clic, donc si t'avais pas de clic, ben tu te ramassais dans une situation où t'avais personne pour prendre ton bac. Et si t'étais pas exactement comme qu'ils veulent, si t'étais un peu à la marge, tu pouvais te ramasser à être dému. Par exemple, moi j'ai été dému, j'ai travaillé sur Skylander Trap Team en tant que designer, j'ai travaillé aussi sur Skylander Supercharge en tant que designer. Les deux j'ai fait des personnages donc on pourrait pas vraiment dire designer, mais eux autres voulaient dire designer. C'était plus character design technique si on veut. J'utilisais du visual script pour pouvoir faire les comportements des personnages. Et éventuellement, une fois qu'ils ont embarqué sur Call of Duty, ils m'ont rétrogradé. Pendant 1 an et demi, j'ai été designer et ensuite ils m'ont refait passer comme testeur. Et ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à comprendre pourquoi. Puis j'ai posé beaucoup de questions aux directeurs, aux gens des ressources humaines et j'avais jamais de réponse. Éventuellement, la fois que j'ai réussi à en avoir une, c'est quand on m'a expliqué que j'avais perdu la confiance de l'équipe. Ok, je me suis dit à ce moment-là, moi je vais m'en aller parce que je veux pas être testeur, je veux être designer dans la vie. J'ai donné ma démission pour m'en aller chez Sarbacane et ensuite j'ai fait le tour de tous les employés pour leur dire au revoir. Et à ce moment-là, il y a même du monde qui ont pleuré. Tout le monde pensait que j'étais un excellent designer, je trouvais ça vraiment bizarre que j'aille à m'en aller. Donc j'ai pas trop compris la confiance de qui j'ai perdu. Notamment parce que mes évaluations étaient tout le temps super bonnes. Donc il y avait rien qui indiquait la situation présente. D'ailleurs, parlant de binocle, je vais juste vous raconter quelques petites anecdotes au sujet, si on veut, de l'overtime. Mes semaines en général étaient 55-60 heures. J'étais pas quelqu'un qui faisait le plus overtime. Je faisais généralement 6 jours semaine. Puis ça m'est déjà arrivé de faire des journées où j'arrivais genre à 8 heures puis je repartais à 11 heures le soir. Puis encore pire, une des premières journées, j'étais arrivé à 8 heures puis je suis reparti à 9 heures le lendemain. 8 heures AM, reparti le lendemain 9 heures AM. J'ai fait 25 heures. Yo! C'est beaucoup d'heures, ça! Je vais prendre 2 secondes pour vous parler un peu de ma vision de l'énergie, ma théorie de l'énergie. Moi, comment je le vois, ressemble légèrement à la théorie des cuillères, sauf que moi, je le gamifie un peu. Je pense que tout le monde a une banque d'énergie qui leur est spécifique, disons entre 0 et 100. Dépendamment les tâches, ben ça te prend un chunk de cette banque d'énergie-là. Éventuellement, tu peux passer au travers. À chaque jour, ça va se guérir. Puis il y a même des activités que tu peux faire qui vont guérir ça. Donc, c'est une gestion de ressources entre les tâches qui demandent de l'énergie et les activités ou la relaxation qui peuvent rajouter de l'énergie à ta banque. Plus tes compétences sont bonnes et plus que tu as une passion, moins ça va te prendre d'énergie dans ta banque. Donc, faire les choses que t'aimes et les faire d'une manière que tu connais va prendre moins d'énergie que faire une nouvelle tâche que t'aimes pas, qu'elle va te demander plus d'énergie. Évidemment, tout le monde a une résilience au nombre de temps qu'ils peuvent travailler, et ensuite, quand tu dépasses ce taux de résilience-là, ça devient de plus en plus difficile, ça te demande de plus en plus de jus, ça te demande de plus en plus d'énergie. Moi, j'ai un problème. Mon problème, c'est que je dois constamment créer, constamment produire, sinon ça m'occupe trop d'espace dans l'esprit, puis je peux pas lire, je peux pas étudier, je peux pas dormir, je me réveille la nuit
parce que j'ai eu une idée, faut que je la note, des fois faut que je travaille dessus à ce moment-là. Donc ça, c'est un de mes problèmes. Mais ça, c'est instrumentalisé par les compagnies en général, surtout par les compagnies de jeux. Quand je travaillais comme commis de service, c'était pas quelque chose qui était instrumentalisé, pourtant je l'avais déjà ça. Fin de la parenthèse. Bon ben Sarbacane, qui était la troisième et dernière compagnie de jeu pour laquelle j'ai travaillé. Sarbacane n'a pratiquement pas de propriété intellectuelle qui lui est propre. Il y en a certaines qui appartiennent à sa compagnie mère, qui est Adrenaline Amusement. Surtout des jeux mobiles, des jeux en ligne, genre Facebook, pour populariser ou publiciser une série qui s'en vient ou un produit qui s'en vient, comme par exemple pour des méga blocs ou des trucs du genre. Une autre chose que Sarbacane fait, c'est des arcades pour Dave & Buster's pis Chuck E. Cheese. Pis ça, m'en va vous dire des petits trucs là-dessus que je sais pas si j'ai le droit, mais je m'en fous. En gros, comment ça marche? C'est que les arcades te demandent de mettre de l'argent, genre 1 ou 2 $ pour jouer, évidemment, c'est des arcades. Comparativement aux arcades de dans le temps, dans le fond, c'est construit à l'intérieur de l'arcade que dès que t'atteins un certain temps, on te kick. C'est pas possible de résister parce que quand t'atteins le temps qu'on a décidé, qui dépend de combien t'as payé. Fait que mettons c'est une pièce, c'est généralement 1 minute, 1 minute et demie. À 2 pièces, on essaie de se rendre à 2 voire 3 minutes. Fait que si t'atteins l'endroit, le temps que nous autres on a décidé, la courbe de difficulté, elle explose. Donc, au début, la courbe de difficulté est digne d'une courbe de difficulté de jeu normal. Là. Soudainement, ça fait 1 minute que tu joues, puis on veut te kicker. Ça monte, ça dépasse, check, mon écran est fini ici. Là. Ça serait très difficile. Ça dépasse, c'est impossible. On te kick, les ennemis deviennent ridiculement forts. Ils frappent super fort, sont super résistants, puis ils sont plus rapides. Donc, il n'y a rien que tu peux faire. Tous les challenges sont décuplés. Tout devient plus difficile. On peut même jouer avec la gravité. On va jouer avec tout pour t'empêcher de continuer puis te faire sortir pour que tu repayes ou qu'un autre joue. Moi, je suis arrivé chez Sarbacane en sortant de chez Binox avec mes idées sur c'était quoi le design, c'était quoi le développement du jeu vidéo. Ça l'a vraiment clashé avec Sarbacane. Ça a pris du temps que je m'adapte au groupe là. En plus, j'étais après faire du MMA à ce moment-là. J'avais commencé vers la fin de Binox puis j'en faisais beaucoup. Entre 4 à 6 jours semaine, entre 2 à 4 heures par session d'entraînement, donc je m'entraînais, j'étais vraiment en forme, je m'entraînais beaucoup, puis tout ça s'est rendu jusqu'à un apogée où j'ai fait mon fight de kickboxing, que j'ai gagné, et ensuite j'ai fait une compétition de jiu-jitsu, que j'ai gagné, et ensuite je suis rentré dans un genre de bizarre de mode désintéressé de tout ce qui était entraînement physique. Donc il y a un terme pour ça qui s'appelle Post-Competition Depression, et je suppose que c'est ce que j'avais, parce que ça rentre exactement au moment où j'ai fini ma compétition de jiu-jitsu, quand j'ai atteint cet objectif. Chez Sarbacane, les bons côtés, je faisais des jeux. Puis j'avais une job. Ça, c'est les deux bons côtés chez Sarbacane. Je faisais des jeux, j'avais une job. Il y avait du monde avec qui je m'entendais bien. Pourtant, je suis resté quasiment 5 ans chez Sarbacane. Par contre, les mauvais côtés chez Sarbacane sont très nombreux. J'ai eu beaucoup de commentaires sur mon poids. Éventuellement, je me suis mis à prendre full de poids. Vraiment beaucoup. J'ai pris 70 livres en 1 an. 70 livres en 1 an. À cause que j'avais arrêté de m'entraîner. Et que j'étais très déprimé. J'ai réalisé par la suite en voyant une vidéo qui s'appelle The Dark Side of Video Games par Patriot Act avec Hassan Minhaj. Ben j'ai réalisé que je faisais probablement du PTSD d'avoir fait trop d'overtime. Je me suis mis à prendre full gros de poids. Puis en plus j'ai pris une deuxième job comme enseignant au collège Barthes. Le VP créatif m'a fait pleurer 2 fois en m'insultant sur mon poids, en disant que j'étais pas talentueux. Comment ça fonctionne chez Sarbacane, c'est que t'as de 1 à 4, 4 étant impossible, le meilleur de tous les temps, puis moi mes évaluations c'était 3.2, 3.6, 3.8. Donc c'est ça, fait qu'il m'a fait pleurer 2 fois. J'ai passé un 6 mois avec littéralement aucune tâche à avoir rien à faire, sans compter les fois que j'ai entendu dire le N-word, les commentaires genre quasi nazis qu'il y a eu. Overall, la direction était très abusive, très genre je te dis quoi faire, puis fente ta gueule puis fais-le. Un de mes contextes les plus chiants, c'est que la direction d'un côté allait nous dire genre vous êtes des experts, dites-nous là qu'il y a un problème. De l'autre côté, quand on le disait, c'était comme non, tu peux le faire, c'est pas difficile, t'es capable de le faire. Les programmeurs se ramassaient tout le temps à avoir de l'overtime à faire, c'était super mal planifié. Toutes les sprints étaient horriblement planifiés. Fallait prendre des initiatives, puis à chaque fois qu'on en prenait, c'était comme jamais correct. Les propos et les actions étaient pas cohérents au niveau du management, au niveau de la gestion.
peut-être 1 an et demi avant ma mise à pied de chez Sarbacane, j'ai commencé à rencontrer du monde qui avait des valeurs différentes de moi, qui avait des valeurs qui étaient pas productivistes, pas consuméristes, ce qui a vraiment changé mon point de vue sur la vie et qui a comme ouvert une boîte de Pandore. Et tu sais, lorsque tu l'ouvres, tu peux pas la refermer. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé toutes les pratiques qui étaient pas correctes chez Sarbacane. Puis dans le domaine du jeu en général, j'ai commencé à suivre des YouTubers puis à voir des articles faire leur apparition sur le domaine du jeu. Puis j'étais comme, je suis pas le seul. Il y a beaucoup de monde qui vivent des situations similaires à mienne. J'aimerais qu'on ait une petite discussion sur les stades de la conscience. En gros, il y a 3 grosses catégories. T'as pré-conventionnel, conventionnel puis post-conventionnel. Pré-conventionnel, c'est très émotif, très impulsif, c'est égocentrique, c'est moi, mon bien. La moralité conventionnelle, c'est accepter les normes, les conventions qu'il y a dans la société. Donc c'est quasiment manichéen dans le sens que t'as le bien puis le mal avec peu de nuances. Et c'est vraiment l'acceptation du groupe, l'acceptation de la masse, l'acceptation des lois, comment le système fonctionne selon comment que les personnes qui l'ont créé l'expliquent. La moralité post-conventionnelle, c'est celle plus altruiste, celle plus où tu essaies de voir le monde tel qu'il est réellement, tu essaies de plus le comprendre, et ça te dérange pas nécessairement de te sacrifier pour le bien-être des autres, ça te dérange pas de désobéir à des lois ou à des normes, ou à te distancer de ces normes-là si tu crois que c'est mieux pour toi, si tu crois que c'est mieux pour tout le monde. Et quand j'ai commencé à avoir cette vision-là, une fois que j'ai ouvert la boîte de Pandore, je suis devenu très militant, mais genre, tu sais, le type de militant qui est très activiste, très catégorique, très radical, très extrême. Puis ça l'a vraiment pas aidé avec ma carrière. Pour donner un exemple, quand je travaillais chez Binox, j'avais une vision plus productiviste et très aussi conventionnelle dans le sens que pour moi, il fallait absolument suivre les lois, fallait absolument écouter les policiers, l'État, le gouvernement sait exactement comment gérer le monde et faut l'écouter. Si tout le monde l'écoute, il n'y aura plus de problème. Mais maintenant, je comprends que les lois sont créées par l'humain puis que l'humain fait des erreurs. Donc les lois peuvent être des erreurs. Pas tout le temps, mais ça peut. Je comprends aussi que l'origine des systèmes provient des personnes qui ont été privilégiées, qui héritent directement et favorablement du colonialisme et de tout l'héritage qui en sort. Donc, c'est des personnes qui en sortent riches et puissantes qui décident de quelles sont les lois puis comment que les systèmes fonctionnent. Donc, c'est pas égal et équitable au niveau des opportunités, au niveau des lois pour tout le monde. Mais avant, je pensais pas de même. Maintenant, c'est comme ça que je pense. Ce clash-là, c'est passé alors que j'étais après essayer de me remettre de mon espèce de dépression ou déprime de après-compétition et de l'espèce de PTSD, de syndrome post-traumatique, d'overtime de durée de genre 2 à 3 ans, quasiment non-stop. J'étais après à me remettre de ça en même temps que je découvre cette nouvelle vie. Cette nouvelle manière de voir la vie, ça a été vraiment difficile pour moi et ça a impacté drastiquement mes relations et aussi ma carrière. Donc, en résumé, pourquoi je pense que le domaine du jeu est un domaine très de marde? Je vais vous énumérer les raisons. Premièrement, il y a beaucoup trop d'overtime puis des pratiques non légales. Deuxièmement, il y a des abuseurs, il y a du viol, il y a une espèce de bro culture, il y a de la pression des pairs et ça, c'est horrible pour le mental des gens. Troisièmement, il n'y a pas de syndicat. Ils acceptent pas les syndicats. Il y a un petit balbutiement de syndicats, tout le monde se fait renvoyer. Ça aussi, c'est pas légal d'ailleurs. Quatrièmement, c'est ultra capacitiste parce qu'ils mettent de la pression sur ces gens. Ils obligent les gens à travailler d'une manière précise. Le stress, ça pourrait être fait de manière bien plus simple. Cinquièmement, on n'écoute pas les experts. Dans le domaine du jeu, on n'écoute pas les QA, on n'écoute pas les programmeurs, on n'écoute pas les spécialistes FX quand ils disent qu'il y a un problème. Il faut toujours réussir malgré qu'on peut pas y arriver dans les conditions. Donc, c'est ça qui mène continuellement à ce cycle. Mauvaise gestion, overtime, on y est arrivé en fin de compte, on y arrivera pas, on va le gérer. Puis ça finit tout le temps qu'il y a plus d'overtime puis qu'on fait tout le temps plus de choses qu'on peut pas arriver au départ. Au lieu d'engager du monde ou au lieu de changer notre manière de travailler. Sixièmement, faut jouer une game. Tu peux pas être toi-même.
faut que tu joues la game pour rentrer au sein de la culture d'entreprise, qui est souvent pas la culture que t'aimes dans la vraie vie. Fait qu'il faut que t'aies un masque en permanence, et ça, c'est exigeant moralement. Contrairement à ce que laissent croire les campagnes marketing ou les campagnes publicitaires qu'on peut voir pour le recrutement, c'est pas vrai que être une personne excentrique ou colorée ou originale, c'est bien vu. C'est faux. C'est totalement faux. Contrairement à ce que ça pourrait être, c'est un domaine ultra conservateur. On pense que c'est un domaine artistique, mais c'est un domaine de divertissement. Puis le divertissement, c'est l'argent au-dessus de l'or. Faire plus d'argent grâce aux campagnes marketing ou en épuisant ses travailleurs. Donc c'est un domaine qui est très conservateur. Tout ce qu'ils font, c'est pour le cash. Donc ils vont pas prendre des risques. Ils le font juste pour l'argent. Il y a l'utilisation du marketing pour hyper les jeux. Est-ce que vous savez que pour les jeux AAA, environ 50% du budget total du jeu est utilisé en marketing? Pour les mobiles, c'est jusqu'à 70%. C'est complètement fou. Faites juste à regarder le E3. C'est une grosse convention qui sert juste à publiciser des jeux puis à les hyper, alors qu'on sait très bien que jamais le gameplay a l'air du gameplay au E3. Pensez à toutes les fois que vous avez été let down. Tous ceux qui sont dans la strate directionnelle, que ce soit producteur, directeur, CEO, propriétaire, reçoivent tellement plus d'argent que les employés. Puis tous ceux qui vont faire beaucoup d'overtime, comme mettons les testeurs, comme mettons les nouveaux, les designers, surtout les programmeurs, reçoivent jamais une part monétaire qui est représentative du travail qu'ils font. C'est pour ces 10 raisons-là que je pense qu'il faut vraiment changer la manière de faire des jeux vidéo. Ces mauvaises pratiques-là commencent à être intégrées aux pratiques des compagnies indépendantes. On peut voir ce qui s'est passé avec Nicalis et Tyron Rodriguez, qui a lui aussi fait des choses vraiment pas le fun. Donc ça m'amène à une espèce de problème étrange, ou un peu comme le domaine du métal, où les gens sont cringe, sont sexistes, sont racistes, des fois il y en a des nazis, pis il y en a qui vont là juste pour faire mal au monde. Je ne suis pas certain comment consommer des jeux vidéo de manière éthique. Ça me crée une situation vraiment problématique, qui est une situation plus grande dans notre système, dans notre société, où je ne sais pas comment consommer de manière éthique. Puis un des graves problèmes qu'on a dans la société, c'est l'éco-blanchiment, aussi appelé le greenwashing. Les compagnies apparaissent comme éthiques, apparaissent comme environnementales, apparaissent comme éco-responsables, mais elles sont pas vraiment. Quand tu creuses un peu puis t'apprends sur le sujet, tu vois comment sont produits leurs choses, donc c'est pas éthique. Puis c'est le même problème que j'ai avec le domaine du jeu. D'un côté, c'est un domaine qui utilise beaucoup d'énergie, mais d'un autre côté, c'est pas un domaine qui essaye de réduire leur production, par exemple, de GS. D'un côté, c'est un domaine qui engage des milliers de personnes, mais d'un autre, il leur donne pas des conditions favorables. Donc, sur un plus grand scale, ce qu'on doit faire, je pense, en tant que société, c'est d'essayer de trouver un moyen de communiquer le niveau éthique pour toutes les entreprises. Je pense que toutes les entreprises manquent de transparence. Il devrait avoir une section sur chacun des sites qui explique exactement comment leurs employés sont traités. Et aussi, leurs employés devraient pouvoir avoir le droit de parler sans avoir la crainte de se faire renvoyer. Ça, c'est de la vraie censure. C'est de même que ça fonctionne, la censure. C'est quand le fait de parler contre une entreprise ou ton gouvernement fait en sorte que tu perds ta job. Là, t'es censuré parce que tu dois ne pas en parler. Et même qu'ils font signer des NDA, Non-Disclosure Agreement, où c'est qu'on n'a pas le droit de parler du jeu, mais aussi des conditions dans lesquelles on travaille. Moi, je trouve ça problématique. Une entreprise qui te dit que t'as pas le droit de parler des conditions dans lesquelles tu travailles, ça me semble aussi abusif qu'un ex qui veut pas que tu parles à sa blonde à cause qu'il était fucking horrible, pis il a peur que tu lui dises toutes les choses horribles que t'as faites. Alors que genre t'es faites, sois responsable de ces choses-là. Pour cet épisode du Moment avec Dumby, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je laisserai une trace de plusieurs sources pour ceux qui sont intéressés à en apprendre plus sur les problématiques du domaine du jeu vidéo dans la description. À part de ça, partagez cette vidéo-là, aimez-la, ça va vraiment aider à faire grandir la chaîne, à la faire découvrir auprès du monde, et peut-être que ces gens-là vont par la suite faire plus attention à comment ils consomment et aussi faire plus attention à où ils vont travailler, pour qui ils vont travailler. L'objectif de la chaîne, c'est d'éveiller les gens sur les enjeux socio-économiques, environnementaux, politiques dans le monde. Donc, on veut partager, on veut que les gens découvrent qu'est-ce qui se passe et qu'ils puissent agir et qu'ils puissent penser et qu'ils puissent se développer en tant que personne. Donc, merci beaucoup et à la prochaine!
Ça, c'est comme mon nouveau move. C'est cool? Je vais faire ça dorénavant.